Les entrepreneurs que j'ai pu interviewer qui ont des business à plus de 100 millions, ils sont très forts pour comprendre qu'est-ce que veulent leurs clients. T'as quelqu'un qui arrive sur le marché, Xavier Niel avec Free, d'un coup il devient le héros du client. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui me fait rêver et pourquoi je suis en train d'entreprendre? Qui est-ce que j'ai envie de toucher? Et la personne que j'ai envie de toucher, qu'est-ce qui la stimule? C'est super pour sortir du lot ou pour faire un pic de business sur l'année, mais c'est extrêmement dangereux. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu es prêt à faire décoller ton business tout en faisant une différence. On est parti pour un nouveau podcast dont l'objectif, ça va être de voir comment faire décoller ton business. Je vais te partager une anecdote que je trouve intéressante. J'ai cherché une assurance. J'ai été sur Internet, comparateur de devis, et donc j'avais 6-7 entreprises qui se valaient entre elles pour à peu près les mêmes choses, mais le prix passait du simple au triple. Du coup, je me suis dit, bon, bien sûr, le prix est un point important, c'est ce que je vais regarder en premier, certes, mais je vais quand même regarder quels sont les avis sur ces entreprises. Et en allant sur Internet et en cherchant une après une les entreprises, elles étaient tous à grand max 2,3, 2,4 sur 5 sur Google. Alors certes, c'est un marché qui est plus difficile que les autres, mais comment on peut être aimé de son client, tu vois? C'est quoi les clés pour toi pour se faire aimer de son client? C'est un bon sujet, les assurances, parce que j'ai aucune expertise sur le sujet. Il y a plein de choses qu'on peut faire clairement pour faciliter le fait d'être aimé par son client. Bon, déjà, petite parenthèse avant d'aller vers ça. Il y a deux choses que je vais dire. Je pense qu'il y a vraiment une question de stratégie à définir en premier. Je pense que ces entreprises-là, elles sont pas dans ce qui nous fait rêver, qui est business impact, qui est de créer un business qui cartonne tout en faisant une différence dans la vie de leurs clients. Je pense pas qu'elles aient ça comme motto dans leur quotidien. Et donc, ça montre que c'est possible d'avoir un business qui fait de l'argent et qui marche sans obtenir le fait d'avoir des clients qui sont fans de ton entreprise et de ce que tu fais tellement tu impactes leur vie. Les entreprises dont les clients sont fans, je pense vraiment que c'est un choix de l'équipe dirigeante de se dire c'est ce que nous on veut. On a envie que les clients soient fans de nous. Maintenant, ce qui est aussi dans la parenthèse toujours, je pense qu'il y aurait moyen qu'une entreprise arrive sur le marché de l'assurance avec pour objectif d'être aimé par le client et qui du coup en s'y prenant complètement autrement pourrait prendre une grosse partie du marché. On a l'exemple typique avec les opérateurs téléphoniques il y a quelques années en France où on était un peu dans la même idée, c'est-à-dire que la satisfaction client des opérateurs téléphoniques, elle n'était pas très élevée. Et tu as quelqu'un qui arrive sur le marché, donc Xavier Niel avec Free, et qui met un prix qui n'a rien à voir, amène un storytelling qui fait que d'un coup, il devient le héros du client. Donc voilà, je préfère préciser ce truc-là, c'est pas un indispensable pour que ton business qui cartonne, et donc c'est vraiment une question personnelle. Moi, typiquement, dans mon cas, même s'il y avait moyen de gagner beaucoup d'argent et d'avoir un business qui cartonne, mais qu'on avait des reviews à 2 sur 10, ou 2 sur 5, je me sentirais pas bien. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. Et l'autre aspect, c'est je pense vraiment qu'il y a moyen de devenir l'acteur principal du marché, ou en tout cas d'avoir une boîte qui cartonne, en étant aimé profondément par son client. Et donc si on prend comme exemple ce qui s'est passé avec Free et qu'on essaye de décortiquer ensemble qu'est-ce qu'il a fait, je pense que la première question à se poser dans son cas en tant qu'entrepreneur, c'est qui est ma cible, qui j'ai envie de toucher, parce que la question que tu as posée, c'est comment je peux faire pour être aimé par mon client. Et là, ça pose une question de psychologie qui est plus profonde, que j'ai mis du temps à comprendre. C'est qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. Donc du coup, ça va être difficile de savoir quoi faire pour être aimé par son client tant que je n'ai pas profondément défini qui est mon client, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est quoi ses désirs, ses frustrations, ses objections, les trucs qu'il dit à personne, ses fantasmes, les rêves qui sont même non avoués, comment il voit sa vie idéale, c'est quoi les douleurs qu'il vit au quotidien auxquelles il rêverait de pouvoir les éliminer. Tant que je n'ai pas défini ça clairement, je vais avoir du mal à avancer vers la question de qu'est-ce que je peux faire pour qui m'aime. L'autre chose que j'ai envie de dire aussi, là, il va avoir deux gros positionnements différents quand même. Est-ce que je suis sûr comme Free, j'ai envie de toucher une grosse masse de personnes, ou est-ce que j'ai un positionnement qui va être plus restreint? En sachant que c'est pas parce que je restreins ma cible que j'ai pas un potentiel de business qui est énorme. Un bon exemple, même si c'est un exemple pour le coup très massif, Ikea, je crois qu'ils ont 17% de part de marché dans le monde du meuble, et pour autant, c'est les leaders du meuble. Donc, c'est pas parce que tu segmentes
que pour autant, tu vas pas être numéro un et avoir le plus gros chiffre d'affaires ou même le plus gros profit. Mais au-delà de ce que je viens de dire, c'est quand même pas la même chose de vouloir viser un positionnement comme IKEA qui reste malgré tout très grand public et vouloir se positionner sur le marché du meuble de luxe ou le meuble sur mesure ou le meuble en mode startup que tu pourrais designer avec ton application. Donc voilà, on va pas s'y prendre de la même manière. Typiquement, Free, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre une grosse part de marché, donc ils sont très dans la masse. Même si c'est la masse pour autant d'ailleurs, il y a deux types de business en gros. Tu as ceux qui vont se positionner dans rentrer relativement dans le statu quo, ce qui existe déjà, et pourquoi pas le faire beaucoup mieux. Et tu as un autre positionnement qui est très différent, qui consiste à être dans un business, on va dire, révolutionnaire. Révolutionnaire pas dans le sens innovant, mais dans le sens qui s'oppose à. Typiquement Revolut, et Revolut, ils ont d'ailleurs choisi leur nom pour ça, on n'est pas juste une banque qui fait très bien le travail, on n'est pas juste une banque qui est cool, on est aussi une banque qui assume de s'opposer au marché et de vouloir attaquer le marché. Et typiquement, quand Free il arrive, une des choses qui fait qu'il est aimé, c'est qu'il s'adresse à la typologie du marché qui aime ce qu'on va retrouver dans les équipes de foot. C'est-à-dire que tout le monde n'aime pas la compétition, voilà, typiquement. Et donc, tu as des gens qui vont pas être à l'aise avec ce côté « on veut détruire les autres ». Mais en revanche, tu as une partie des clients qui vont aimer soutenir leur équipe. Et donc, qui dit soutenir une équipe dit vouloir qu'elle gagne sur les autres. Donc, la philosophie globale là, que j'ai envie d'extraire, c'est qui est-ce que j'ai envie de toucher, même si au final, c'est très massif. Et la personne que j'ai envie de toucher, qu'est-ce qui la stimule en fait? Et c'est quoi la manière de communiquer qui va faire que derrière, elle va être très réceptive? Et typiquement, si moi je veux toucher ce qu'on pourrait parler dans les archétypes, l'outlaw, donc c'est le hors-la-loi. Donc typiquement, l'archétype du hors-la-loi, c'est quelqu'un qui va aimer ce qui sort de la loi. Et donc, tous les positionnements où tu vas communiquer avec ton client du type on fait ce qui est interdit, on fait ce qui n'a jamais été fait, ça va être excitant et stimulant pour cet archétype-là. Mais tant que j'ai pas défini qui j'ai envie de toucher et qu'est-ce qui est important pour ma marque, pour mon entreprise, ça va être difficile. Je vais prendre un exemple qui est du coup encore plus facile pour moi vu que c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble. On a fait un mail parler d'une des conférences qu'on va faire et je suis sûr que ce mail-là, il va créer beaucoup plus de likability. Et donc, comment ça se fait? On a mieux défini dans ces derniers mois et dernières années, c'est quoi notre cible? On a mis des mots dessus, on l'a écrit. On a écrit, ok, notre cible, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui aime réfléchir, c'est quelqu'un qui aime les résultats, c'est quelqu'un qui aime le fait de se donner aucune limite, qui a envie d'explorer les frontières de ce qui est possible pour lui, qui quelque part est frustré, peu importe les résultats qu'il a, et peu importe que les gens disent waouh pour tes résultats, au fond de lui, qu'il ait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou que ce soit d'ailleurs même pas en termes de chiffre d'affaires, mais au niveau sportif ou au niveau artistique, ou un professeur d'ailleurs qui a envie d'avoir un impact auprès de ses élèves, il n'est pas satisfait, quelque part, de là où il en est, parce qu'il sent qu'il peut faire beaucoup plus. Et il est prêt à tout donner pour ce beaucoup plus. Le fait d'avoir bien défini ça, ça nous permet de définir un champ lexical, l'ambition, l'audace, le dépassement, le fait de justement vouloir remettre en question les choses, être pragmatique. Tout ce champ lexical, il nous a permis d'écrire un mail qui va, et c'est la clé, tu ne peux pas être adoré sans être détesté. Donc, on a fait un travail profond sur qui on veut toucher, qui on veut servir. Ça nous fait vibrer de toucher qui. Cette personne, on veut l'aider à réaliser quel rêve, parce qu'elle peut avoir plusieurs rêves que nous, on ne peut pas l'aider à réaliser. Elle a quelle frustration, elle emploie quel mot. Ensuite, à partir de là, cette personne-là, pour la toucher, ça demande d'accepter d'être détesté par qui? Ça nous a beaucoup aidé de clarifier. On est prêt à être détesté typiquement par la personne qui est dérangée par l'idée de rêver grand et qui va avoir tout tendance à dire « Ah, mais attends, il faut se contenter de ce qu'on a. » Typiquement, la personne qui dit « il faut se contenter de ce qu'on a », c'est notre anti-avatar. La personne qui prend les idées telles quelles sans les remettre en question, notre anti-avatar. Notre personne qui veut juste faire de l'argent pour faire de l'argent et pas avoir un impact dans le monde, notre anti-avatar. Donc, 1, qui je veux toucher. 2, c'est quoi ses désirs, ses frustrations. 3, c'est qui l'opposé de qui je veux toucher. 4, c'est quoi son vocabulaire. De manière synthétique, je dirais que le moyen d'être aimé par ses clients,
c'est de rentrer dans la tête de ses clients et c'est tout le but typiquement du Titanium ou de la formation business qui cartonne, puisque en tant qu'entrepreneur, on est souvent, vu qu'on n'est pas formé à la psychologie, on est souvent très mauvais pour rentrer dans la tête de nos clients. Et les entrepreneurs que j'ai pu interviewer qui ont des business à plus de 100 millions, ils sont très très forts pour comprendre qu'est-ce que veulent leurs clients et faire ce que leurs clients finalement, quand ils vont le voir, ils vont se dire « Waouh, c'est ce dont en fait j'ai toujours rêvé ». Et c'est cette idée un peu dont je parle tout le temps de Maximus, quoi. Je vais donner aux gens ce qu'ils n'ont jamais vu. Mais ce qui n'est pas complet dans cette phrase, c'est que c'est pas je vais donner à tout le monde ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est je vais donner à une partie du marché ce qu'ils n'ont jamais vu, ce qui est tellement ce qu'ils rêvent que du coup, ils vont m'adorer pour ça. Première étape. Et deuxième étape, je vais leur parler de ce que je suis en train de leur faire pour eux d'une manière qui est sexy pour eux. Typiquement, je vais prendre un exemple pour aider. Il y a une pub qui est incroyable de North Face. North Face, c'est une société qui fait tout un tas de vêtements et il me semble peut-être d'accessoires pour la montagne et les sports comme ça. Et ils ont fait une publicité qui a cartonné. Mais cette publicité, typiquement, moi, je ne suis pas l'archétype type. Même si je la trouve magnifique, la vidéo, et même si, forcément, j'ai un peu de cet archétype-là. Mais je pense que par rapport à des gens dont l'archétype, c'est le truc numéro 1, j'ai moins raisonné qu'eux. Donc la vidéo, elle est très simple. C'est une vidéo qui a été faite à partir de plein d'extraits vidéo de gens qui sont dans la cible. Donc North Face, l'archétype, c'est l'aventurier. La personne qui va au bout de ses limites, mais pas au bout des limites dans le sens d'un rêve, mais dans le sens au bout des limites physiques, au bout des limites de l'espace, explorer la planète, explorer le monde, explorer les sensations. Et donc tout le début de la vidéo, tu vois des gens qui vivent cette aventure, donc la personne qui monte un glacier, la personne qui monte une montagne, la personne qui fait du ski en descendant la montagne, mais en fait tu les vois les mains en sang, les doigts de pied en train de geler, en train de pleurer parce qu'ils sont en train de se demander s'ils vont mourir. Et ça monte comme ça crescendo jusqu'à la fin de la vidéo où ça va vers le sens de pourquoi ils font tout ça, ces gens-là, justement d'aventure, d'aller au bout de leurs limites, d'explorer le monde, d'explorer ces sensations-là. Et progressivement, tu passes de c'est dur, c'est dur, c'est dur à des sensations de dingue. Elle m'a touché la vidéo, mais par rapport à comment elle peut toucher quelqu'un dont c'est la cible, ça n'a rien à voir. Et typiquement, mes réactions physiques, moi, au début, c'était presque un peu plus du rejet parce que d'avoir les pieds qui sont à 2 doigts de geler, d'être à 2 doigts de la mort, je respecte ça et je me dis waouh, c'est héroïque, mais c'est pas ce que je rêve pour moi. Et donc, typiquement, c'était malin de leur part parce que moi, ils m'ont pas donné envie d'acheter North Face, mais je pense que pour la personne qui se lève le matin et qui, même si pour le coup, il y a plein de gens qui adorent North Face, qui vont jamais oser aller jusque-là. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe du branding, c'est que tu n'as pas besoin de vouloir être prêt à aller jusqu'à l'extrême, mais tu fantasmes d'aller à l'extrême. Typiquement, dans notre archétype, on va avoir l'archétype du héros de manière très forte. La personne, elle n'a pas besoin qu'elle aille réellement devenir numéro 1 dans son sport, mais elle fantasme d'être numéro 1 dans son sport. Elle n'a pas besoin d'être prêt à aller sur Mars, mais elle fantasme peut-être d'être le genre d'entrepreneur qui pourrait créer ça pour le monde. Et donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle n'a pas besoin qu'elle le fasse réellement, mais c'est qu'est-ce qui l'a fait fantasmer au fond d'elle. Il y a des aspects marketing là-dedans. Et les tactiques marketing qui marchent, elles ne font que changer en permanence. Et un coup, c'est les Facebook Ads, un coup, c'est ceci, un coup, c'est cela. Et les tactiques, elles sont vraiment très éphémères. Et en apparence, on se dit, waouh, ça marche, il faut que je fasse. Ce serait quoi ton conseil pour un entrepreneur entre sa stratégie de long terme de quel est mon positionnement, qu'est-ce que je veux affirmer et comment je le fais, par rapport au fait de telle et telle tactique qui sont super cool, elle marche, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends cette tactique? Est-ce que je la prends pas? Comment je fais pour m'en sortir là-dedans? C'est quoi ton conseil face à une opportunité de marché? Qu'est-ce que je fais là-dedans en fait? Alors encore une fois, ça va dépendre des personnalités, mais je vais donner au moins des axes de réflexion. Ça soulève une première question qui est moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui me fait rêver et pourquoi je suis en train d'entreprendre finalement? Parce que déjà, si je me lève le matin et c'est l'objectif de Business Impact, j'ai envie de devenir le héros du client, j'ai envie que le client il soit fan de ce que je fais, déjà, ça va éliminer plein de tactiques marketing qui sont certainement très intéressantes et qui marchent, mais qui vont me faire que mon avatar client,
je vais perdre sa confiance. Je vais devenir moins crédible à ses yeux, il va moins me faire confiance. C'est pas le même objectif. Est-ce que je veux faire de l'argent ou est-ce que je veux créer une marque qui est respectée et dans 20 ans, les gens en parlent encore et qui potentiellement fera 1000 fois plus d'argent que le business qui veut faire de l'argent à la base. Déjà, pourquoi j'entreprends, c'est une question qui est hyper personnelle et qui va dicter une partie de la réponse. Je vais pas, moi, dans mon cas, j'ai envie qu'on crée quelque chose ensemble qui, dans 20 ans, les gens en parlent encore. Et donc, pour ça, on doit obtenir l'admiration et le respect des clients idéaux qu'on a. Pas de tout le monde. C'est pas grave si on est détesté de notre anti-avatar, mais qu'on soit adoré par notre avatar. Et donc, typiquement, une tactique marketing qui marcherait, mais qui ferait que notre avatar, il trouve ça ridicule, eh ben, on va pas la faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qui je suis, mais alors, c'est pas dans le temps quel est mon rêve, mais qui je suis en tant que personne. Et en fonction de là où j'en suis dans mon business. Il y a des tactiques marketing qui vont être extrêmement décorrélées de ce qui me donne de l'énergie, moi, en tant qu'entrepreneur. Il y a des gens, je vois encore récemment, ils me disent « Ah, David, il faut que je fasse des vidéos. » Je dis « Mais pourquoi il faut que tu fasses des vidéos ?»« Ah, parce que c'est la tactique à la mode. » Je dis « Mais en fait, si t'es pas inspiré par la vidéo, si ça te fait chier les vidéos, ne fais pas de vidéos. Ou alors, si tu as un plus gros business, trouve quelqu'un qui, lui, est passionné et adore ça et c'est son système de valeur. Mais si t'es pas assez gros pour payer quelqu'un de passionné pour utiliser la fameuse tactique, déjà, je t'inviterai à ne pas utiliser la tactique. Parce qu'il y a 1 milliard de tactiques et il existe suffisamment de tactiques alignées avec ton système de valeur et qui, quand tu vas les utiliser, va te donner de l'énergie. Typiquement, c'est mon choix radical à l'époque, donc il y a 10 ans maintenant, je réfléchissais à ça en avril, là, ça fera 10 ans que j'ai fait ma première conférence, c'est un truc de ouf. En avril 2010, tout le monde me dit « David, le truc c'est le blogging, c'est les articles ». Et moi à l'époque, écrire c'est beaucoup plus complexe que ça l'est aujourd'hui typiquement dans mon système de valeurs. Et ça me prend de l'énergie, ça me vide en énergie. Et en revanche, la vidéo me donne de l'énergie, m'inspire. Et pour autant, je pense que j'étais meilleur à l'écrit à l'époque que je ne l'étais en vidéo. Mais mon amour de la vidéo et mon désir de progresser, il était plus grand. Ça paraissait être contre-intuitif, ça paraissait être une mauvaise idée, mais ça a payé de miser sur mon système de valeurs parce que j'y ai mis beaucoup plus d'heures que quelqu'un qui se force à faire des articles. Et du coup, c'est ce qui fait que là, je pense certainement, en même temps qu'on est en train de se parler ou dans les jours qui vont suivre, on va passer les 500 000 abonnés sur YouTube. Et ça n'aurait jamais été possible si je m'étais forcé à prendre la tactique du moment. Donc ça, c'est deuxième axe de réflexion. Si tu as un gros business, je t'invite à, pour le coup, utiliser des tactiques qui te parlent moins toi en tant que personne, mais qui peuvent être stratégiques pour ton business. Typiquement, aujourd'hui, on écrit de plus en plus d'articles, mais ce n'est pas moi qui les écris. On cherche des personnes de plus en plus passionnées par l'écrit. Il se trouve qu'en plus, moi, mon amour de l'écrit, il a augmenté depuis les 10 dernières années de manière radicale. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Troisième pan de réflexion, n'utilise pas une tactique en ayant l'illusion que tu as trouvé le moyen de gagner de l'argent sans rien foutre dans les 10 prochaines années. Comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, une tactique, elle marche parce que tu fais partie des premiers à l'utiliser et donc elle va être éphémère. Et donc si tu bases ton business sur une tactique, il faut que tu aies compris avant ce que tu es en train de faire. Tu viens de baser ton business sur quelque chose de très fragile. C'est OK. Encore une fois, si ce que tu veux faire, c'est faire de l'argent sur 3 mois et te mettre sur une plage avec l'argent que tu as gagné et qui ne suffira jamais pour pouvoir vivre le reste de ta vie, pourquoi pas? Mais si ce que tu veux, c'est construire quelque chose qui grandit progressivement et qui est durable et qui en plus change la vie de tes clients, aie en tête que la tactique, comme n'importe quelle tactique, si elle est efficace et qu'elle marche, tout le monde va sauter dessus. Parce que tout le monde va sauter sur la facilité et une fois que les gens l'auront bien pressée, elle ne marchera plus du tout. Il faudra passer à la prochaine tactique et la prochaine tactique et la prochaine tactique. Et donc les business basés uniquement sur de la tactique sont extrêmement vulnérables. Et c'est pour ça qu'on voit des business qui sortent de nulle part et qui explosent et qui disparaissent à la même vitesse qu'ils l'ont créé. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent que parce qu'ils sont arrivés entre guillemets au bon moment ou parce que la tactique, ils l'utilisent dans les premiers. J'ai beaucoup aimé ce que disait justement le fondateur du Dollar Club Shave. Ils ont complètement disrupté le marché du rasoir alors que voilà, le leader mondial c'est Gillette. Ça paraissait difficile d'arriver. Il y avait beaucoup de sociétés qui commençaient à vendre des rasoirs sur Internet.
Donc là, on était dans du petit business. Donc là, la boîte vient d'être vendue 1 milliard de dollars en quelques années. Donc c'est un truc énorme. Et j'ai bien aimé la réponse à la question qui lui a été posée. Donc la question c'est, mais vous n'avez pas peur qu'on vous duplique votre business, que finalement vous vendez des rasoirs sur Internet et vous n'êtes pas le seul. Et en gros, c'est relativement facile à faire pareil. Et j'ai adoré sa réponse et ça va être finalement ce que tu viens de dire. La première chose, c'est qu'il dit, voilà, notre obsession, c'est de faire quelque chose que soit la compétition ne pourrait pas le faire, soit elle ne voudra pas le faire. Quand il dit ne pourrait pas le faire, ça veut dire que par exemple, donc ça peut être de la recherche et développement, qui va demander, au moment où ça sort, bah ça va demander 5 ans de travail, donc ça va être difficile à dupliquer. Mais ça peut être, et donc eux ils font les deux, un positionnement qui est tellement unique que du coup, il est impossible à copier. Parce que le principe d'un positionnement qui est unique, c'est justement, si tu le copies, tout le monde te dit c'est pas intéressant. Et c'est là ce qui fait la différence entre vouloir juste faire un peu d'argent et créer un business, une marque qui cartonne. Nike, ils sont beaucoup plus stables et beaucoup plus solides. Ils peuvent bien sûr disparaître s'ils ne se remettent jamais en question. Mais demain, il peut arriver une nouvelle tactique. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain parce que les gens les aiment au-delà de est-ce qu'ils utilisent des bonnes Facebook ads ou Instagram ads ou ce que tu veux, mais parce que les gens ont une attache émotionnelle à la marque qui a été créée par leur positionnement, leur manière de communiquer, un choix bien spécifique d'avatar, ça depuis des années. Et c'est hyper intéressant de regarder comment le business a évolué au travers des années. L'origine de l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'origine de l'entrepreneuriat, c'est la boutique, c'est le boulanger. L'origine de l'entrepreneuriat, c'est le local en fait. Et quand tu regardes le business local, c'était un business qui avait une forte personnalité. Qu'est-ce qui fait que tu choisis un boucher plutôt qu'un autre? C'était ta réputation. Ta réputation, c'était le terme de l'époque pour dire finalement ton branding. C'est-à-dire qu'en gros, on le sait, si le boucher il fait du bon travail et qu'il a une bonne personnalité et qu'il retient ton prénom, c'est un truc particulièrement important à l'époque, et qu'il personnalise son approche par rapport à toi, tu pouvais être le boucher qui a le plus de succès. Ça, c'était une grosse phase du business. Ensuite, on a eu l'avènement des marques. Et là, on a été vers la dépersonnalisation, la déshumanisation des marques. Et donc, on a des marques qui étaient très froides, où finalement, la seule chose qui était brandée, c'était un logo. Mais finalement, tu n'as pas d'attache émotionnelle particulière. Avec Internet et avec les réseaux sociaux, on se rend compte là aujourd'hui que le mot-clé pour les marques, c'est la relation. Donc, on est passé de l'entrepreneuriat où finalement la relation c'était clé à un business où la relation on s'en fout. Au point que, comme tu l'as dit avec les assurances, les reviews à l'époque il n'y en avait pas, donc c'est pas important. De toute façon, si on écrase le marché avec des bonnes publicités sur la télé, celui qui paye le plus cher et qui martèle le truc, il gagne. Avec Internet, on a recréé le phénomène de bouche à oreille local, mais version internationale. Et donc, du coup, c'est pour ça que le branding est en train de redevenir quelque chose d'hyper stratégique. C'est que maintenant, ça ne suffit pas de marteler ton message sur les Facebook ads, même si ça peut permettre de sortir du lot. Parce que si tu surpromets quelque chose au marché, ce qui t'arrivait très vite dans ton village, t'arrive maintenant à l'échelle de la planète. Donc les tactiques, c'est super pour sortir du lot ou pour faire un pic de business sur l'année, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu utilises une tactique qui est tellement bonne qu'elle te fait vendre facilement, et que derrière, tu touches soit les mauvaises personnes, soit que ton produit n'est pas à la hauteur, et ou que tu n'as pas créé un branding qui fait qu'on t'aime, et ben en fait, paradoxalement, gagner de l'argent grâce à une tactique, c'est peut-être ce qui va t'amener le plus vite à ta fin. Maintenant, encore une fois, nous, ce qu'on veut faire dans Business Impact, c'est aider les entrepreneurs qui veulent un business qui dure plus qu'1 an. Et j'ai rien contre en soi le principe même. Beaucoup de business de dropshipping, c'est basé sur rien en fait. C'est-à-dire que tu prends un produit de merde que tu as acheté 70 centimes et tu le vends à 70 € avec une bonne tactique marketing à la mode. Tu travailles avec un influenceur ou tu travailles avec une pub, tu vends le maximum en 6 mois et ensuite tu t'attires tous les reviews et tu fermes ton entreprise. Donc ça, c'est assez courant en ce moment dans le dropshipping.
et tu as fait ton million sur toi-même. Mais ça, typiquement, c'est pas ce que nous, on veut faire dans Business Impact. Nous, on veut pas des personnes qui font leur million rapidement et qui se mettent sur la plage et qui ont pris de l'argent à plein de personnes qui regrettent. Mais on veut plutôt aider des gens qui veulent, s'ils le souhaitent en tout cas, aller vers 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, avec des clients qui disent merci. Au moins la cible. Alors du coup, je trouve ça vraiment super intéressant là-dessus. Je pense qu'en soi, les gens qui nous écoutent ne sont pas les plus concernés par cette question, mais je la trouve quand même vraiment intéressante pour eux et pour la globalité des gens. Tu parles de cette histoire de dropshipping et de cette idée de si tu n'amènes pas de valeur et que tu essaies juste de vendre quelque chose 10 fois plus cher, etc., tu vas payer le prix au bout d'un moment ou un autre. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on génère de l'argent? Tu as des exemples tout bêtes sur YouTube. Encore une fois, ça ne concerne pas les gens qui nous regardent en particulier, mais je vais répondre à un sondage, je vais gagner de l'argent et comment je peux faire pour gagner de l'argent très facilement, sans perdre de temps, que ce soit en bourse, etc. Est-ce que toi, tu peux nous rappeler, selon toi, les principes de qu'est-ce qui fait que tu génères de l'argent et pourquoi tu as raison d'en gagner? Ouais, c'est une super question et si elle va nous permettre de tous prendre des meilleures décisions dans notre business. Encore une fois, on s'adresse à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie d'avoir une stabilité financière, qui a envie pas de faire comme j'ai vu plein de fois des gens gagner plein d'argent et se retrouver fauchés dans 6 mois, mais quelqu'un qui veut impacter des vies et quelqu'un qui veut avoir une sécurité financière qui augmente. Et donc, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on emploie beaucoup dans le monde de l'argent, on emploie la notion de valeur. On dit, tiens, combien ça vaut tel produit? Et pourquoi on emploie ce truc-là? Combien ça vaut tel produit pour pouvoir déterminer finalement combien d'argent on met? C'est que ça montre bien que tout l'enjeu d'une transaction commerciale, elle repose sur combien l'acheteur perçoit que ça vaut pour lui. Et donc, l'origine de qu'est-ce qui fait qu'à la base, on faisait du troc, c'était qu'en gros, moi, je possède quelque chose, soit d'immatériel, soit de matériel. Donc, immatériel, j'ai une idée, un savoir-faire. Matériel, j'ai un objet, une voiture, j'ai un chameau. Et donc, j'ai de la valeur dans mes mains et je m'adresse à quelqu'un qui, lui, a un besoin et il perçoit que pour lui, le chameau, ça a de la valeur par rapport aux besoins qu'il a. Il perçoit qu'un âne, ça a de la valeur par rapport aux besoins qu'il a. Typiquement, il a peut-être besoin d'un âne pour se déplacer, pour transporter de la marchandise. Il a peut-être besoin de quelqu'un qui a des compétences pour se soigner et donc il perçoit que ça a de la valeur pour lui. Et donc, il va faire un troc au début. Donc, il va mettre un objet qui a de la valeur pour lui ou une idée qui a de la valeur pour lui en échange de quelque chose d'autre. Et donc, les deux sont contents parce que l'un et l'autre donnent quelque chose qui, dans leur monde aux deux, se vaut. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un premier jeu au moment de la transaction qui est un jeu de perception. Combien je perçois que ce que j'ai acheté vaut. Et tu as un deuxième moment, une fois que je reçois ce que j'ai acheté, ou ce que j'ai échangé, est-ce que j'ai toujours l'impression que ce que j'ai investi en pensée, en temps, en énergie ou en argent, j'ai l'impression d'avoir récupéré à la même valeur? Et pourquoi c'est clé ce truc-là? C'est que si effectivement en tant que client, j'ai l'impression qu'au moment où j'ai fait la transaction, j'ai perçu que j'allais recevoir pour 1 000 € de valeur et donc du coup j'ai mis 1 000 €, mais qu'au final, après la transaction, quand je consomme le produit, j'ai l'impression d'avoir mis et d'investi 1 000 € mais reçu 100, je suis frustré, je suis en colère. Et comme n'importe quelle personne qui est frustrée en colère, je vais non seulement ne pas racheter, mais je vais aussi faire en sorte que d'autres personnes ne rachètent pas. Me plaindre, être frustré, attaquer. Et donc, n'importe quel business qui est basé sur l'idée que je vais plus prendre que donner, en gros, je vais prendre beaucoup plus d'argent que ce que je vais donner en valeur dans les yeux de mon client, ne peut, à terme, qu'amener à sa fin. Et c'est la raison pour laquelle tous les schémas, les pyramides de Ponzi par exemple, qui sont basés sur aucune valeur réelle, au moins perçue pour le client, s'écroulent. Et c'est très subtil ce truc-là, parce que ce n'est pas une question de est-ce que mon voisin considère que ça a de la valeur ou est-ce que les gens sur YouTube considèrent que ça a de la valeur. La seule vraie question qui se passe, c'est entre les deux qui font une transaction. Moi, j'ai galéré avec ce truc-là parce que tu as des gens qui vont dire, par exemple, que c'est n'importe quoi de payer pour une formation. Parce qu'ils vont dire, tu as payé pour des idées. Mais ça montre un seul truc, c'est que pour eux, dans leur monde, des idées n'ont pas de valeur. Mais ça, c'est pas intéressant comme feedback. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est par exemple, imaginons que j'ai une expertise bien particulière
pour aider, je sais pas, un business à mieux gérer sa comptabilité. J'ai une expertise là-dessus. Si en face de moi, j'ai un entrepreneur qui souffre parce qu'il a une comptabilité chaotique et qui considère que dans son monde, ces idées-là valent 50 000 euros par exemple, qui les investit et que moi, je lui donne cette valeur et qu'après coup, ils se disent « Waouh, j'ai reçu, ça a changé ma vie pour une valeur d'au moins 50 000 euros », et bien là, il y a un échange équitable, c'est-à-dire que c'est altruiste, narcissique. J'ai autant donné que reçu. Ça crée un business qui est pérenne et qui va faire qu'il va croître. Parce qu'il n'y a aucune raison, 1, que mon client rachète, 2, qui me recommande, et 3, au-delà même de me recommander, qui laisse faire les choses. Donc si je frustre beaucoup de clients, il ne rachètera pas, il ne me recommandera pas, et même il va, aujourd'hui encore plus avec les outils des réseaux sociaux, il va agir pour faire en sorte que d'autres n'achètent pas. Ça va devenir presque sa cause. Et en plus, on sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il suffit juste que tu aies quelques clients vraiment pas satisfaits pour que ton business s'écroule. Et donc, c'est ça qui est hyper important. Qu'est-ce qui fait que tu es prêt, que ton business, on va dire, il peut survivre à une crise médiatique ou une crise des réseaux sociaux? C'est si tu as suffisamment de clients dans ta cible qui sont sursatisfaits. Tu n'échapperas pas à avoir quelqu'un qui n'est pas dans ta cible qui finit quand même par acheter parce que toi, tu as beau avoir mis la valeur sur la table, si dans son monde à lui, ça n'a pas de valeur, il pourra quand même considérer qu'il n'a pas reçu la valeur et que peut-être potentiellement, il s'est fait arnaquer ou que ça vaut rien. Et donc potentiellement, lui, il pourra t'attaquer sur les réseaux sociaux. Mais si tu as suffisamment de gens qui sont dans ta cible, qui eux se disent « ça change ma vie, ça change mon business, ça résout mon problème », ces gens-là, non seulement souvent, ils vont vouloir te défendre parce que tu as changé leur vie, mais en plus de ça, tu as suffisamment de témoignages pour que des gens comme eux se disent « tiens, finalement, toutes les critiques que j'entends, c'est des gens qui ne me ressemblent pas et tous les gens qui disent que c'est super, c'est des gens qui me ressemblent. » Maintenant, ça soulève une autre question qui est comment je fais pour éviter le plus possible de vendre aux gens qui ne me correspondent pas du tout, parce que même si ça me donne de l'argent à court terme, c'est peut-être le meilleur moyen d'écrouler mon business. Parce que ces gens-là vont avoir l'impression d'avoir été floués. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.